Ravi de vous retrouver nombreux sur nos antennes. Questions d'actualité sur ce plateau. Étienne Elumba Nkongolo, bienvenue à vous. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes également analyste des questions politico-économiques. Nous parlons des élections, le processus électoral ayant abouti aux élections du 20 décembre. Les élections générales du 20 décembre, vous en tant qu'observateur, en tant que citoyen congolais, comment vous avez apprécié les différentes étapes de ce processus électoral? Merci beaucoup. Nous avons vu comment les Congolais ont évolué sur le plan mental et aussi les processus qui étaient pacifiques. Donc tout candidat devait compétir à se faire élire, faire en sorte qu'il puisse au moins gagner son électorat. Gagner son électorat, quelles sont les étapes ou les faits qui vous ont le plus captivé dans ce processus électoral? Nous sommes au 4e cycle électoral. En tant qu'analyste des questions politico-économiques aussi dans notre pays, la grande inquiétude, c'est d'abord le grand nombre d'électeurs. Le grand nombre d'électeurs qui était d'abord attendu. D'abord, les taux de vote étaient tellement réduits. Et d'idée, nous avons vu plusieurs candidats. C'est la plupart des candidats qui étaient venus. Si vous constatez, nous avons plus de 101 000 candidats qui ont postulé. Des milliers de candidatures, plusieurs candidats qui ont postulé. C'est vraiment historique et c'était aussi pathétique pour moi de voir cet afflux-là. Plusieurs candidats qui ont postulé. C'est un signal que les jeunes veulent s'intéresser à la politique. Comme on l'a toujours dit, il faut vraiment s'intéresser à la politique pour que la politique ne vous gère pas. Est-ce que c'est la politique qui doit être l'épicentre de notre pays? J'ai dit non. Est-ce que c'est l'évangile qui doit aussi être l'épicentre? J'ai dit non. J'ai toujours dit ceci. Les jeunes ont besoin de changements, mais il faut d'abord axer notre pays. À quoi les jeunes devraient s'intéresser, selon vous, entre la politique et les autres secteurs, les autres domaines? Nous avons eu plusieurs jeunes qui ont postulé. Les autres ont abandonné même leur métier pour d'abord postuler, tenter la chance. En politique, on ne tente pas la chance, on vient avec une vision. Les jeunes sont venus en masse et se feront aussi éliminer en masse. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette élection, c'était comme un examen en direct, où au même moment, tu votes, au même moment, le soir, tu as ton résultat. Vous avez vu, pour la ville de Lubumbashi, nous avons plus de 5000 candidats. Pour combien de sièges? Est-ce que si les 5000 candidats, tout le monde a une vision? J'ai dit non. Vous allez vous rendre compte que les gens venaient avec une casquette d'aide. La population n'avait pas d'aide, n'avait pas besoin d'aide financière non plus ou en nature. Il y a les gens qui ont amené leur pagne, les gens qui ont amené la nourriture. Mais il y a des candidats qui nous ont rapporté, il y a des candidats qui nous rapportent qu'ils ont rencontré, c'est pas tout le monde, mais il y a une catégorie d'électeurs qui exigeait quand même un geste. Non, ici, l'objectif de la campagne, c'était d'abord vendre vos idées, les idéaux qui vous ont poussé à postuler. En dehors de ces idéaux-là, qu'est-ce que vous avez comme apport dans notre communauté? Je donne l'exemple, quelqu'un qui abandonne son travail, est-ce qu'il connaît d'abord les rôles qu'un député joue? C'est pourquoi j'ai dit notre pays a tout un problème. C'est la toute première fois de l'histoire où nous avons plus de 100 000 candidats qui viennent postuler. Pour combien de postes? Voilà pourquoi j'ai dit... Ça répondait aussi à l'exigence d'atteindre les seuils des récevabilités. Oui, ça c'est aussi important. Pour chaque parti, chaque regroupement. Il y a aussi un seuil d'éligibilité pour également. Être député. Vous pouvez avoir un grand score. Est-ce que votre parti politique a atteint les seuils? J'ai dit non. C'est ça le problème de nous Congolais. Nous voulons être remportés par tout vent. Dans les temps, on disait ceux-là qui peuvent construire les pays étaient commerçants. Après un temps, les vents ont changé, c'est devenu des pasteurs. Après des pasteurs, c'est devenu des comédiens. Après des comédiens, c'est devenu des politiciens. Est-ce que nous ne pouvons pas orienter la politique de notre pays à l'horizon peut-être 2050? Comme le disent les latinistes, au tempora au mores, le temps change avec des mœurs. Non, le temps ne change pas en fonction des mœurs. J'ai dit non, c'est en fonction de la politique. Les idéaux qui vont faire en sorte que nous projetons notre pays à l'horizon, par exemple, 2050. Que deviendra la RDC? Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de candidats qui ont postulé. Vous venez dans une même église qui reçoit au moins 50 candidats pour la campagne. Pour combien de gens? Une même église.
Parlons un peu des nombres des candidatures. Vous avez constaté, vous avez souligné le nombre pléthorique des candidats. Vous parlez de... Plus de 100 000 candidats. Plus de 100 000 candidats. Alors, ces milliers de candidatures, c'est suite à l'exigence de la loi. Il faut atteindre le seuil des recevabilités, d'éligibilité pour chaque regroupement ou chaque parti politique. Mais est-ce qu'il y a une compatibilité entre cette exigence de la loi électorale par rapport au nombre des sièges? Il faut d'abord le souligner, pour notre pays, nous avons plus de 900 partis politiques. Et tous les 900 partis politiques veulent compétir. Justement. Vous voyez un peu? Est-ce qu'il faut multiplier les sièges déjà dans les assemblées Multiplier pourquoi? Oui, pour répondre à cette exigence d'aligner beaucoup des candidats si on doit sur modifier, l'ensemble. donc il faut revoir la Constitution, parce que c'est la Constitution qui prévoit toutes ces questions-là. Là, il y a un problème. Est-ce qu'il y a le contraste entre la loi, parce que c'est la loi qui prévoit que les partis alignent un nombre considérable des candidats et les regroupements, mais les sièges s'en tiennent pas compte de ce nombre de gens alignés, d'où il faut s'attendre déjà à beaucoup de candidats malheureux par rapport au nombre des sièges. Il y aura beaucoup de candidats malheureux parce que dans la politique, il y a les poids politiques des partis politiques qui comptent. Il y a des partis qui naissent 10 jours les jours, qui naissent pour s'affilier, être des partis satellites d'autres grands partis. Voilà maintenant les faits qui font en sorte qu'après un temps, ces partis vont disparaître. Je vous donne seulement 2 mois, tous les sièges des partis politiques que vous avez vus sur la ville, sur nos artères, toutes ces affiches que ça c'est le siège de tel parti, tous ces partis vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas une politique futuriste non plus. Ils ont juste adhéré, ils sont venus juste pour des questions électorales. Après les élections, ces partis sont appelés à disparaître. Est-ce la répartition des sièges devrait... il y a ce questionnement des observateurs, est-ce la répartition des nombres des sièges pour les hémicycles et les assemblées, ça devrait tenir compte des nombres de partis politiques qu'il y a en RDC. Vous parlez déjà de près de 900 partis politiques, plus de 900 partis politiques. Est-ce qu'il faut déjà multiplier les sièges en fonction de ce nombre de partis ou par regroupement? Ici, moi, en tant qu'analyste, je ne peux pas souhaiter qu'on puisse multiplier encore les partis politiques, ni encore multiplier les nombres des sièges, je ne crois pas, non. Mais ici, je constate... Depuis l'époque de Mobutu, il y a eu la pluralité, le pluralisme des partis politiques décrétés. Les partis viennent avec quelle vision? La vision de la famine, c'est ça. La vision de la famine, on vous dit non... c'est comme je voyais là, nous avons beaucoup souffert. Est-ce que la souffrance de notre pays est fonction de la politique? Non. Il faut voir l'angle. C'est fonction de quoi? La souffrance purement économique. C'est économique? Oui, il faut produire. Si nous ne produisons pas, c'est que nous sommes appelés à disparaître de la compétition ou de la concurrence sur les plans internationaux. Que dites-vous des observateurs qui estiment qu'il manque encore des lois qui peuvent favoriser certains secteurs à être boostés, à se développer, d'où beaucoup des jeunes qui s'élancent, beaucoup des personnalités qui s'élancent en politique pour tenter d'améliorer les lois qui vont favoriser les développements au pays, dans différents secteurs. C'est là maintenant la grande difficulté, là où j'attaque les jeunes qui sont partis de façon prématurée en politique, parce que pour même rédiger une loi, il y a des étapes pour que cette loi soit adoptée et votée. Ces jeunes sont venus, non, dès que vous me votez, on va faire ceci, on va faire ceci. Non, ils ne savent pas qu'il y a toute une procédure que la loi a déjà déclenchée pour que la loi soit adoptée et votée. C'est pour cela que j'ai dit, on ne devait pas partir en pêle-mêle. Pour le Parlement, il n'y a pas que des lois, il y a aussi la mission de contrôle des actions du gouvernement. Mais si la personne déjà, sur la phase préliminaire, la personne est venue d'abord pour l'aspect purement pécuniaire, l'aspect de s'enrichir, parce qu'il y a déjà cette tendance qui est déjà ancrée dans les têtes des gens. Dès que je suis député, j'ai 21 000 $. Déjà, c'est un problème. La personne s'est dit non, si je dépense seulement, je prends ma parcelle, je vends et que je suis voté, et premier mois, j'ai déjà mon 21 000 $ et tout d'un coup, je restaure ma vie. Et c'est tout le monde qui postule pour s'enrichir. Il n'y a pas de ceux qui sont sincères et qui comptent vraiment aller apporter une plus-value, un plus dans le développement du pays.
Quelqu'un disait, on part en politique propre, on ne ressort pas comme on était. Il y a les gens qui avaient de très belles idées, mais aujourd'hui, ils ont montré, même pendant la campagne, les autres n'ont même pas eu le temps d'apparaître dans leurs avenirs. C'est pourquoi j'ai dit, la grande part des responsabilités, c'est la préparation du candidat avant même de passer dans la phase de la campagne. On doit savoir si vous êtes capable de porter haut la voix de la population. Regardez l'équation ici, quand on parle du nombre pléthorique des candidats, c'est que chacun dans sa maison, dans son inspiration, s'est dit je vais postuler, se croyant être seul ou parmi les quelques candidats justes. Et à la grande surprise, c'est presque tout le monde qui sort de sa maison pour postuler. Donc sans concertation, c'est-à-dire tous les candidats, quoique c'est des milliers que vous avez notés, mais personne n'a consulté un voisin pour dire vous allez postuler, je peux aussi postuler. Non, c'est chacun dans son inspiration, mais ça donne ce grand nombre-là. Est-ce qu'il faudra changer les mécanismes pour postuler? Là, c'est l'autopsie en direct que nous allons faire avec tous les candidats après la phase de publication des résultats. L'autopsie en direct, ici, les candidats ne doivent même pas attendre qu'on puisse leur dire pourquoi vous avez échoué. Ici, nous les poussons eux-mêmes à comprendre pourquoi ils ont échoué et à revenir sous d'autres angles. Revenir, faire en sorte que nous puissions vraiment accompagner notre économie, aller de l'avant. S'il faut être cultivateur, nous devons le faire. S'il faut être entrepreneur, nous devons vraiment maintenir ces caps-là. On ne peut pas être aujourd'hui entrepreneur tellement on devient politicien. Déjà, ça devient vraiment quelque chose qui choque les esprits. Ça nous choque, nous, de voir un pasteur postuler, de voir un commerçant postuler, de voir un enseignant abandonner son métier et venir postuler. C'est pourquoi j'ai dit, c'était l'autopsie en direct. Et cette autopsie en direct, tout candidat dans sa chambre à cette heure-ci connaît que j'ai échoué à cause de ceci. Et en 2028, nous aurons ce qu'on appelle je proposerai une sélection que la CENI publie et qu'on puisse commencer à tamiser pour encore si quelqu'un qui pratique un certain métier, en regardant l'hémicycle ou l'Assemblée, il s'est dit mais il manque telle intelligence, telle compétence au Parlement, si ça existait, on devait avoir tel résultat sur le terrain. Alors je peux postuler avec ma connaissance, c'est que j'ai apporté à la nation à travers un autre secteur, je peux aller combler le vide. Tout le monde n'est pas appelé à être député, tout le monde n'est pas aussi appelé à être président. C'est là que les Congolais doivent comprendre, tout Congolais doit comprendre qu'on a des responsabilités des fois limitées, les autres ont des responsabilités illimitées. Vous voyez un peu, aujourd'hui je suis entrepreneur, je l'assume, mais je dois faire en sorte que notre économie, je puisse tant soit peu contribuer à l'évolution de notre économie. Par exemple, si je suis enseignant, je dois améliorer la qualité de l'enseignement pour regardez ce qui pousse certains entrepreneurs à postuler. Ouais. C'est-à-dire il est dans certaines affaires, mais regarde, peut-être il n'y a pas un bon contrôle, il n'y a pas des lois qui lui permettent de bien exercer ses activités en tant qu'entrepreneur. Et regarde, personne ne propose. Alors il s'est dit, bon, je suis entrepreneur, j'ai fait les deux. Je pars postuler pour tenter de sauver les autres entrepreneurs, vu qu'il y a un tel manque. Pensez-vous que cet entrepreneur-là, une fois député, on ne le souhaite pas, après il devient ministre. Il va commencer à orienter les grands marchés vers où? Vers son entreprise. Nous revenons à la même chose. Nous avons chassé Paul et... Mais entre-temps, il peut prendre des décisions des décisions salvatrices par rapport aux autres qui sont restés entrepreneurs. C'est là où il faut maintenant éviter les clientélismes. Vous voyez un peu? Faire en sorte qu'il est au même moment entrepreneur. Aujourd'hui, il devient député. Et c'est ce qui fait en sorte que d'autres jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être entrepreneurs ont eu aussi la chance de devenir politiques ou des politiciens pour aussi essayer de nous aider, nous qui sommes dans l'entrepreneuriat. Ok. Ouais. Dernière question en tant qu'entrepreneur. Ici au pays, nous avons, ou en Afrique, nous avons des gens qui s'appellent entrepreneurs, mais quand on regarde le nombre d'industries, ça ne croît pas, ça ne s'intensifie pas. Et qu'est-ce qui serait à la base de cela? Et
Qu'est-ce qu'ils appellent entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous appelez entrepreneuriat dans ce cas? L'entrepreneuriat, c'est d'abord un métier qui est aussi promoteur de plusieurs emplois, aussi générateur de revenus. Lorsqu'on devient entrepreneur, c'est qu'on devient aussi innovateur. La plus grande part des choses qui font qu'en Afrique, l'entrepreneuriat ne puisse pas être prometteur, c'est l'innovation. Les jeunes aiment être tellement bloqués dans ce qu'on appelle dans le passé. J'ai toujours dit que nous sommes à l'ère de l'information. À l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Dans les temps, l'information était... L'ignorance est un choix. L'ignorance est un choix. À l'ère de l'information, tout le monde a l'information accessible au bout du doigt, l'Internet. Dans les temps, l'information était maintenue par une catégorie de gens, les gouvernements, les rabbins, les maîtres mystiques, et tout était les prêtres. Top secret. Toutes les informations étaient top secrètes. Et c'est ce qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas d'innovation. Aujourd'hui, la technologie qui peut être peut-être mise sur pied il y a un jour, aujourd'hui à Lubumbashi, pourquoi pas, cette technologie n'est pas être à la merci de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit, il faut l'innovation, il faudrait que les entrepreneurs puissent comprendre que tout est évolution. Tout n'est pas statique, tout est dynamique. Ok, l'innovation, la créativité, ça suffit ou bien il faut aussi l'accompagnement financier? Oui, je souhaiterais qu'avec les nouveaux gouvernements, ceux-là qui seront élus, qui ne puissent pas oublier le secteur entrepreneurial. Nous avons bien sûr les idées, mais il faut l'accompagnement. Le gouvernement doit maintenant injecter le flux d'argent aux entrepreneurs très répertoriés pour que... Il y a moins de répertoriés. Les entrepreneurs sont répertoriés en RDC? Les entrepreneurs ne sont pas répertoriés. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui ont des entreprises en poche. Lorsqu'il y a un marché, cette entreprise est déjà exposée et cette entreprise gagne les marchés facilement. Mais au moment de payer les impôts, ils ne sont pas là. C'est là où il y a un problème, c'est là la question que nos futurs élus doivent aussi porter cette voie-là. C'est nous qui contrôlons l'économie de notre pays, c'est nous qui contribuons aussi à cette dernière. Nous devons faire en sorte que notre économie soit une économie axée sur un développement et non sur une régression. C'est ce qui fait très mal aujourd'hui. Les gens pleurent, oh, les taux des dollars, ceci, cela. Oui, nous comprenons, mais il faut travailler, il faut produire. Il faut travailler, il faut produire. Ce sont là vos recommandations. Étienne Elumba Nkongolo, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Je rappelle, vous êtes entrepreneur, mais aussi analyste des questions politico-économiques. Encore une fois, merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Un plaisir partagé. Ça sera également un honneur, un gros honneur de vous retrouver prochainement sur ce plateau. Merci. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève la question d'actualité d'aujourd'hui. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Une bonne année à tous. Nous vous souhaitons et les programmes se poursuivent sur nos antennes. Au revoir et à demain.